Immense plaisir, ça fait un an que j'y cours après. Monsieur Paul François, grande figure du combat contre sémicide occasionnant la mort. D'accord. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, un rapide CV. Monsieur Paul François est un agriculteur céréalier du pays de Charente, connu comme militant associatif. Après des années à travailler sa terre de manière conventionnelle, il est victime en 2004 d'un grave accident en manipulant un herbicide de la firme Monsanto, aujourd'hui interdit en France. Ayant des lésions sévères et irréversibles, il attaque la multinationale en justice et bénéficie de verdicts favorables tant en première instance qu'en appel. Pour votre information, Monsanto et Bayer connaissent, en plus de la France, de très lourdes défaites juridiques aux États-Unis. Je vais vous citer juste des paroles d'un des avocats américains qui a fait condamner Monsanto à verser plus de 80 millions de dollars à l'un des plaignants. La science nous montre depuis 40 ans que le Roundup peut causer le cancer. Quand on regarde les documents internes à Monsanto, il est aussi très clair qu'il le savait. Monsieur Paul François va prendre la parole pendant 1 heure, et ensuite 1/2 heure de débat avec vous. Ensuite, pour ceux qui le désirent, il y aura la dédicace des livres de monsieur Paul François à la sortie. Monsieur François, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Alors désolé, effectivement, ça fait un an qu'il était question que je vienne ici. Alors l'année dernière, tout simplement, il m'est arrivé un événement dramatique. C'était prévu que je vienne ici avec mon épouse parce que ça tombait en plus à une époque qui était notre anniversaire de mariage. Et Sylvie, mon épouse, est décédée brutalement en pleine nuit d'une rupture d'anévrisme. Donc j'ai mis entre parenthèses toutes les activités professionnelles et extra-professionnelles pendant quelques mois parce que forcément, après un drame comme celui-ci, on a besoin d'essayer de se reconstruire. Alors, je devais venir au printemps et comme effectivement j'ai des séquelles de mon intoxication, mes fonctions immunitaires ne fonctionnent plus correctement et pour un oui, pour un non, suite à une blessure anodine, je peux développer des problèmes d'infection graves, septicémie, entre autres. Voilà, donc Paul François, j'ai 55 ans, je suis agriculteur, fils d'agriculteur et petit agriculteur, mais peu importe, moi je suis agriculteur, je suis le 5e d'une famille de 6 enfants et je me suis installé en 1987, après avoir fait péniblement quelques études. Alors je dis péniblement, parce que je dis souvent que j'ai bac-5, j'étais fâché avec l'école et l'école était fâchée avec moi. Et voilà, je dis aussi souvent que je suis devenu peut-être agriculteur à moins que ça devienne une vocation, par défaut, dans la mesure où en 5e j'allais redoubler pour la 3e fois, il faut quand même mettre beaucoup de volonté. Et mes parents m'ont proposé de rentrer en maison familiale rurale et en alternance sur l'exploitation. Et d'aller 1 semaine à l'école par mois, ça me plaisait bien. Et travailler sur l'exploitation, c'était pas par rapport à deux de mes frères qui s'étaient vraiment intéressés à la ferme. Moi, je travaillais occasionnellement quand il y avait besoin, avec la chance que notre père nous rémunère, ce qui était rare en agriculture. Quand on travaillait l'été, on avait toujours une petite récompense. Et ma première mobilette, je l'avais payée avec l'argent que j'avais pu gagner l'été. Et donc travailler sur l'exploitation, parce que c'était clair aussi pour mes parents que si je travaillais sur l'exploitation, j'étais un apprenti à part entière. Et voilà, donc j'ai commencé ce métier par défaut. Et en fin de compte, c'est devenu très vite une motivation, c'est devenu une vocation et c'est devenu aussi une motivation du coup pour travailler un tout petit peu plus à l'école. Parce que là, j'ai compris le sens de ce qu'était l'apprendre. J'ai passé le minimum pour, à l'époque, au début des années 80, il fallait un brevet professionnel pour s'installer, comme on disait. Quand il a été question d'aller un peu plus loin, je ne me suis pas présenté à l'examen, comme ça on a gagné du temps. Et donc je suis resté avec mon BEP agricole. Je devais partir à ce moment-là, c'était en 82, je devais partir en Australie pendant 1 an. Et les accords entre l'Australie et la France ont été
s'est passé exactement. Et puis je ne suis pas parti. Et comme un accord avec mon père, mes parents, je n'ai pas travaillé tout de suite sur l'exploitation. Il y a eu le service militaire à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, mais ça fait comme à l'école, ils m'ont viré le deuxième jour. Donc je suis parti travailler sur d'autres exploitations en France, un peu partout, et j'ai fait aussi une expérience professionnelle dans la production de semences pour Close Semences Production de Verneuil après. Voilà, je me suis formé sur le terrain et je suis revenu sur l'exploitation familiale en 86 en tant que salarié, et je me suis mis à mon compte en 1987 sur une trentaine d'hectares de céréales avec une production de tabac et de production de semences. Mon exploitation a grandi très vite, très vite, c'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de louer des terres, un domaine de 90 hectares, et d'acheter des terres parce que dans notre région, il y avait peu d'agriculteurs pour s'installer et beaucoup, entre guillemets, de petites exploitations qui se libéraient. Et donc, sans faire la course aux hectares, parce que j'ai même refusé à un moment donné la surface, au début des années 90, reprenant l'exploitation de 60 hectares de mes parents, plus l'autre, j'avais une exploitation, enfin j'ai exploité 240 hectares de céréales en 1991. Dans un système d'agriculture extrêmement intensive, on utilisait, donc la moitié de la surface en céréales était en monoculture de maïs, avec de l'irrigation, parce que nous sommes sur des sols très superficiels et un climat alors, pas aussi chaud qu'ici, mais en tous les cas, par rapport au sol, on a besoin d'irrigation. Donc la moitié de la surface était en monoculture de maïs, c'est-à-dire que tous les ans, on faisait la même culture, le maïs. Et l'autre moitié, c'était céréales, blé, colza en rotation très courte, et un atelier de production de semences de 10 à 15 hectares, production de semences potagères, c'est-à-dire qu'on faisait graines d'oignon, graines de carottes. Ceci étant, avec des investissements très lourds, donc bosser, il fallait de la rentabilité, et la chimie nous permettait en tous les cas d'augmenter nos rendements, d'assurer les rendements, et donc on utilisait énormément de produits phytosanitaires et d'engrais comme la plupart de mes collègues, et j'ai aussi pris la décision avec un collègue de mutualiser sa ferme et la mienne. Lui exploitait 160 hectares, moi 240, et on a mutualisé notre parc de matériel pour avoir des économies d'échelle. Donc, et on partageait aussi un salarié et demi, parce qu'il y avait un salarié et un apprenti, et on se partageait aussi sur la répartition des travaux. Donc ça, c'était les années 90, avec, comme je vous l'ai dit, cette utilisation de la chimie, dans lequel on se trouvait très très bien. En tous les cas, moi, ça me convenait très bien. Dans l'organisation du travail, je m'occupais moi avant tout des semis de céréales et de maïs, des semences traitées bien sûr, et c'était moi qui faisais aussi les épandages de produits phytosanitaires. Nous avions un appareil automoteur, et en plus on faisait un peu de prestations à l'époque, et donc je traitais entre 3 et 4 000 hectares par an sur l'organisation du travail. Et voilà, c'était notre parcours. Alors, fin des années 90, on a commencé quand même à constater d'abord la stagnation des rendements, et on a modifié, on a eu une prise de, alors pas une prise de conscience environnementale, mais une prise de conscience économique, que ces produits nous coûtaient cher et les rendements ne continuaient plus d'augmenter. Donc là, on a cherché à travailler différemment, à diminuer l'utilisation des produits qui nous coûtaient cher, et chemin faisant, en rencontrant d'autres agriculteurs qui eux avaient une démarche environnementale, on s'est aperçu que l'utilisation intense de ces produits avait des gros soucis. Par exemple, sur le sol, on avait des sols qui commençaient à avoir des comportements qu'on n'avait jamais connus, c'est-à-dire que voilà, pendant des années, on avait utilisé du lindane et des insecticides extrêmement puissants, et ça n'avait pas tué que des taupins ou du ver gris, ça avait tué tout vivant dans le sol. Mais c'était pas forcément, je n'étais pas forcément rentré dans une démarche agronomique comme on l'a fait plus tard. Voilà, c'était notre histoire. Et en avril 2004, donc on était en plein épandage des produits. Avril, c'est la période des semis de maïs dans ma région. Donc au fur et à mesure qu'on semait les maïs, j'utilisais un herbicide qui s'appelait du Lasso et L2SO, un mélange d'alachlore. Le principe actif, c'est de l'alachlore à 43%, et puis une autre saloperie qui était dedans, dont je vous parlerai après. Enfin, on peut le dire maintenant, il y avait 50% de monochlorobenzène qui rentrait dans la composition de ce produit.
Et ce jour-là, alors on traitait, je l'ai expliqué cet après-midi lors d'un autre débat, on traitait la nuit, et pourquoi on traitait la nuit? Moins de vent, moins de pression atmosphérique, plus d'humidité, pas pour se cacher, mais parce que, et pas pour le plaisir de travailler la nuit non plus, parce que c'est pas forcément facile non plus pour l'épouse, puis pour soi-même, hein. Mais moins de problèmes de dérive, donc je faisais souvent les traitements tard le soir, ou tôt le matin, ou des fois toute la nuit quand le temps le permettait, parce que notre matériel le permettait de le faire aussi en termes d'éclairage et de guidage. Et ce matin-là, j'avais fini les désherbages de maïs et on a sur l'appareil qui était assez sophistiqué, on avait un système de nettoyage automatique et de rinçage au champ. Donc j'ai fait la manipulation, sauf qu'il s'est passé un problème. Je me suis dit exactement ce qui s'était passé. La cuve ne s'est pas vidée complètement. Non seulement elle ne s'est pas vidée, mais tout le rinçage est revenu en cuve au lieu de s'épandre dans le champ. J'ai rentré l'appareil à traiter, donc si vous imaginez quelque chose d'assez important, il y a peut-être des collègues dans la salle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un automoteur avec une cuve embarquée, puis une rampe de traitement d'un peu plus de 30 mètres pour faire l'épandage. Et cette cuve embarquée, comme j'ai ramené le matériel sur la plateforme où on préparait les produits, est restée au soleil. Et je suis passé à une autre activité. Et par contre, je savais que le soir qui suivait, je devais faire des traitements sur des colzas. Donc j'ai voulu vérifier, d'abord préparer mon matériel pour le soir qui allait suivre, et surtout vérifier que le nettoyage s'était bien effectué, parce que les résidus auraient pu avoir des conséquences graves sur la culture et la faune et la flore. Donc j'ai ouvert la cuve. Manque de chance, la cuve n'était pas vide. Premier point. Comme elle était restée au soleil, le produit était devenu, et on a su après ce qui s'était passé, un gaz. Et en ouvrant la cuve, j'ai inhalé ce gaz qui est sorti de la cuve. Je n'avais pas mis de masque parce que je n'avais pas forcément raison de me méfier. Alors j'ai su même après, et on l'a prouvé d'ailleurs, que même un masque n'aurait pas été suffisant dans ces conditions-là. Enfin, les masques qu'on avait à l'époque n'auraient pas été suffisants. Et puis comme sur l'étiquette, il était dit ne nécessite pas ce produit, et puis je le connaissais bien d'ailleurs, ne nécessite pas de protection particulière, je n'avais pas de raison forcément de me méfier. J'ai inhalé ce produit, j'ai mis très longtemps à identifier, à pouvoir expliquer ce que j'avais ressenti pour ceux qui ont, pas parce que c'est pas une chance, mais qui ont passé un examen avec une injection d'iode pour des examens ou autres. L'iode chauffe un petit peu tout le corps. J'ai identifié, j'ai dit bien après, voilà, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, ça m'avait chauffé tout le corps. Sylvie, mon épouse, était infirmière de métier, elle n'exerçait plus en tant que telle parce qu'elle avait fait l'école des cadres et de direction, donc elle avait quitté l'hôpital quelques mois avant, mais elle était infirmière de métier, et quand je suis rentré, et elle avait gardé surtout les bons réflexes, quand je suis rentré à la maison, je lui ai dit, parce que tout de suite, je lui ai dit, bon, il m'est arrivé quelque chose de pas ordinaire, je lui ai dit, voilà, je me change, je mets mes vêtements. On avait une machine à laver déjà spécifique pour tous ces. Tu les mets peut-être même directement à la poubelle parce que je viens. Et je suis pas bien. Donc je vais prendre une douche et je vais m'allonger parce que c'est les premières choses qu'il faut faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais elle, très vite, elle a vu et constaté que j'étais en train de perdre connaissance. Donc elle a appelé mon associé en lui disant écoute, Paul vient de rentrer, il lui est arrivé un truc, je le trouve pas bien, est-ce que tu sais ce qu'il avait dans la cuve? Donc lui est monté, il lui a dit oui, bah. Il a eu le réflexe d'attraper l'étiquette, il lui a donné, et puis elle l'a appelé aussitôt en rentrant à la maison. Tout ça, ils me l'ont raconté, parce que moi, je ne m'en souviens pas. Là, j'avais perdu connaissance, elle lui dit, écoute, aide-moi à le charger dans la voiture. Et elle a appelé le service d'urgence où elle avait travaillé pendant 17 ans, en disant à ses anciens collègues de préparer le matériel, il en arrêt respiratoire. Donc j'étais pris en charge par l'hôpital. J'ai repris connaissance quelques jours après. La MSA est venue, c'était bien effectivement le produit qui m'avait rendu dans cet état-là, tout ça, ça a été fait, sauf que le centre antipoison de Bordeaux a estimé qu'il n'y avait pas besoin de faire d'analyse de sang et d'urine. Ils ont tout simplement expliqué que tout allait rentrer dans l'ordre dans les jours qui allaient suivre, même si je crachais du sang, même si j'avais perdu connaissance. Moi, on me dit ça, j'ai dit, tant mieux. Il a fallu 3 semaines avant que je reprenne mes activités. Alors ceux qui me connaissaient, un peu long quand même, ça ne me ressemble pas, mais j'étais très fatigué, j'avais des problèmes d'élocution. Mais effectivement, au bout de 3 semaines, ça allait un peu mieux. Et j'ai repris mon activité, et puis la mutualité sociale agricole, le médecin m'avait dit, effectivement, 3 semaines de repos, ça paraît bien, mais après, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, j'ai repris mon activité, ceci étant, tout l'été qui a suivi, j'étais très fatigué, j'avais des maux de tête, je maigrissais. Et par moments, j'avais des problèmes, j'étais irritable, irrité,
problème de concentration, je dormais mal, voilà, mais ceci étant, l'été chez nous c'était toujours très chargé, les récoltes d'oignons, 50 saisonniers qui embauchent le matin, c'est aussi du boulot. Bon, donc, mais mon entourage disait on ne me reconnaît pas, et moi je ne me reconnaissais pas moi-même non plus. Deux faits particuliers, c'était donc on arrive fin août, sur l'autoroute, j'ai un moment d'absence, on rentrait de Paris. Alors on peut avoir des coups de fatigue, moi je faisais déjà pas mal de routes à l'époque pour d'autres raisons, mais je ne me reconnais pas, je vois un moment d'absence, et surtout, quelques jours plus tard, en conduisant la moissonneuse-batteuse alors que je récoltais du maïs, j'ai traversé un chemin sans m'en apercevoir. C'est-à-dire que tout en conduisant la moissonneuse-batteuse, j'ai eu un moment d'absence. C'est quand, alors heureusement c'était un chemin de la ferme, c'était pas une route, alors chez moi, comme ça pourrait être ici, hein, mais mon associé et un de mes salariés m'ont dit, mais ils m'ont vu passer avec la moissonneuse, ne pas m'arrêter, les yeux grands ouverts, mais c'est au moment où je suis de l'autre côté, je me demande où je suis. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Et forcément. Ceci étant, comme beaucoup, pas trop le temps de se soigner, j'en parle à mon médecin, puis il reprend contact avec le centre anti-poison, qui dit, non, mais de toute façon, c'est pas le produit, donc il me dit, c'est le surmenage, il faut que tu te reposes et tout, bon, quand même. Bref. Fin novembre, le 29 novembre de la même année, en pleine nuit, ça faisait 2 semaines que je prenais des antidouleurs en permanence parce que j'avais mal à la tête, mal à la tête. Et j'ai perdu connaissance en pleine nuit, j'avais très très mal à la tête, et là j'ai été pris en soins intensifs par les urgences, CHU et soins intensifs. Et à partir de là, c'est un périple de 5 mois à l'hôpital, 9 mois d'arrêt de travail. Au départ, les examens ne montraient rien, donc fin d'année 2004 ne montrait rien d'anormal, sauf qu'à un moment donné, je passe un électroencéphalogramme pendant un coma, parce que je tombais dans le coma brutalement, et là on dit, ah oui, mais c'est épileptique. Donc je suis pris en charge pour un problème épileptique, et comme le centre hospitalier n'arrive pas à trouver des solutions, il me transfère, tant bien que mal, parce que j'étais pas transportable, il me transfère à l'hôpital de Paris, à la Salpêtrière. Et à la Salpêtrière, au bout de quelques jours, ils disent ah oui, mais le problème, c'est pas épileptique. Et les comas, ils sont bien là. Donc ils me disent c'est psychosomatique. Ok, bon, bah, si c'est psychosomatique, pour essayer d'être dans les temps, on est à la Salpêtrière, c'est le temple de la neurologie, le commandant Charcot a travaillé là-bas, tout le monde le sait. Eh bien, faites un examen psychiatrique. Alors je le dis, parce qu'il faut avoir de l'humour, que ça fait comme à l'école à l'armée, ils m'ont viré le premier jour. Et grand merci, parce que là, le professeur a dit, il est dépressif et anxieux parce qu'il est malade et pas l'inverse. Et devant moi, il prend son téléphone, je suis en fauteuil roulant quand même à ce moment-là, parce que je n'aurais pu tenir sur mes jambes. Il rappelle le service, il dit, mais il va vous claquer entre les doigts, il va mourir, et vous ne trouvez rien de mieux que de l'envoyer. Voilà. Alors, heureusement, il l'a dit, écrit, ça m'a sauvé pour plein de raisons, mais en même temps, ma femme, mes frères et sœurs, n'acceptant pas cette version de ces psychosomatiques qui fait de la dépression, eux ont commencé à chercher par rapport à l'intoxication. On leur disait c'est pas possible, mais ils ont cherché par rapport à cette intoxication. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le produit à ma coopérative, le même lot, même bidon, enfin pas le même bidon, mais le même lot, et ils ont obtenu, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui, hein, ils ont obtenu de faire analyser ce produit avec l'aide d'un chercheur au CNRS. Et quand le produit a été analysé et que le chercheur André Picot, pour ne pas le nommer, a vu ce qu'il y avait dedans, il a dit mais bien sûr que c'est ça, c'est ce qu'il a intoxiqué et je vais vous expliquer pourquoi ça provoque ces comas. Mais pour en être sûr, il faudrait que quand il est dans le coma, en parlant de moi, il faudrait faire des analyses de sang et d'urine. Donc Sylvie, ma femme, dit à la Salpêtrière, prochaine fois qu'il est dans le coma, faites-lui. Et 2 comas arrivent, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils restent arc-boutés sur le fait que... Non. Alors on a su après pourquoi, c'est que l'hôpital de la Rivoisière, qui est spécialiste de la toxicologie à Paris, et là, tout ce que je vous dis ce soir, je l'ai écrit, il est inutile de vous dire qu'avant de publier le bouquin, ça a été relu par mes avocats et les avocats de Fayard. Donc tout ce que je vous dis est factuel et prouvé. On a su après que ce médecin de la Rivoisière avait des intérêts avec Monsanto. Donc il vaut mieux laisser mourir quelqu'un plutôt que de faire les examens. Ça, on l'a su qu'après. Hein.
Donc, comme ce médecin disait, il ne faut pas faire, c'est pas la peine de faire ces recherches, pourquoi voulez-vous qu'il le fasse? Donc, comme c'était un acte infirmier, ma femme est venue pendant un coma et a dit, ben, moi je vais faire les prises de sang, je vais le faire. Bon. Et il y a un médecin qui a dit, non, c'est moi qui vais vous le faire, un jeune interne qui l'a fait. Et les résultats sont tombés à peu près le même jour que j'étais en hôpital psychiatrique. Et qui là ont montré que le métabolisme du produit que j'avais respiré, je l'avais bien dans le sang et dans les urines. Pourquoi je l'avais dans le sang et dans les urines alors qu'il aurait dû s'éliminer? Tout simplement par un... Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 43% d'anachlore, c'est le principe actif, et 50% de monochlorobenzène. C'est un solvant reconnu comme toxique et pris en charge en tant que maladie professionnelle dans le tableau des régimes général, parce qu'on l'utilise en industrie, surtout en industrie automobile, parce que c'est un solvant pour décaper les pièces de moteur. Donc toute personne qui a été exposée à ce produit peut demander la reconnaissance en maladie professionnelle. Mais nous, en agriculture, et on a cherché, on n'a pas trouvé une concentration à 50% dans l'industrie automobile. André Picot, quand il a vu 50%, il a dit il y a une erreur. Impossible qu'il l'ait mis aussi concentré. Bah si, on l'avait aussi concentré. Et mélangé avec l'eau, ça devient encore plus volatile. Bon, bref. Donc, moi j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi. Après la prise de sang. Donc voilà. Donc il dit, c'est stocké parce que, ah oui, 43%, 50%, merci. 43-50%, il ne vous a pas échappé qu'il manque 7%. Et dans les 7%, il y avait 12 autres molécules, dont un qui s'appelle le chlorautométhylester de l'acide acétique, qui est un neurotoxique interdit aux États-Unis, qui était présent à 0,3%. Or, lui, il a eu pour effet de le fixer dans les corps adipeux du corps, et comme le corps cherche toujours à évacuer, comme les gens qui sont greffés, tout ça, on connaît bien le mécanisme, à chaque fois qu'il est relargué dans le sang, les produits passent au niveau du cerveau et bloquent le système nerveux central. La réponse qui nous a été faite à ce moment-là, et là aussi, je pèse mes mots, ça a été dire par un centre antipoison, a dit à ma femme, s'il en a dans le corps, alors que c'est pas possible, c'est qu'il se shoot avec. Ok, très bien. Ça serait rigolo si ma vie n'était pas en danger. Et le seul problème, c'est qu'elle lui a dit, mais d'abord, vous affirmez ça, elle connaissait bien le milieu médical, vous n'avez jamais rencontré mon mari, vous me dites ça au téléphone, au point de vue éthique, vous savez ce que vous êtes en train de me dire. Premier point. Et deuxième point, elle lui dit, mais il y a un grave problème. C'est que mon mari est en soins intensifs depuis maintenant 2 mois. Ça veut dire que moi, tous les week-ends, je lui emmène de quoi se shooter ou je lui emmène dans la perfusion. On croirait rêver si ce n'était pas aussi grave, mais ça a été dit, ça a été après, bien longtemps après, surtout quand la procédure a été lancée. Le médecin dit, je n'ai pas voulu l'exprimer comme ça. Ouais, tu as quand même fait. Ceci étant, une fois que ça a été découvert, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'André Picot avait été appelé au chevet de Yunchenko, le président ukrainien qui avait été empoisonné à la dioxine, et qui a expliqué, ils lui ont tenté un traitement qui doit fonctionner, pour moi, sur le métabolisme du monochlorobenzène. C'est ce qu'on a fait, sauf que moi j'ai demandé tout simplement à me rapprocher de chez moi, j'avais plus confiance à l'hôpital de la Salpêtrière, donc on l'a fait plus près de chez moi, et j'avais dit aussi, si je dois mourir quelque part, autant que ça soit chez moi et pas loin de chez moi. Bon, j'en suis pas mort, le traitement a fonctionné. Au fur et à mesure que j'ai eu ce traitement, le taux a baissé dans le sang et dans les urines, et surtout les malaises ont disparu. En juillet 2005, enfin, je envisage de reprendre mon activité, mais il fallait que je retourne voir ces fameux médecins que j'avais vus à la Salpêtrière et à la Rivoisière. Alors là, on me dit, pourquoi vous posez des questions, vous allez mieux, reprenez le boulot. Ça, c'est à la Salpêtrière. Et on finit par rencontrer à la Rivoisière celui qui avait dit que c'était pas dangereux. Mais entre-temps, Sylvie, avec un ami, avait découvert sur Internet que ce médecin avait participé à 2 colloques payés par Monsanto, un en France et un à Saint-Louis dans le Missouri, siège social de Monsanto Monde. Et donc quand je le rencontre, il m'explique que... Alors d'abord, il m'explique que les pesticides, c'est pas dangereux, mais il faudrait plus que j'en utilise. Parce que mon corps a développé une hypersensibilité, et donc là, il écrit noir sur blanc que je ne peux plus en utiliser. Ça va pas être facile pour mon boulot. Bon, mais si c'est pas lié, expliquez-moi quand même. Et puis il dit à ma femme aussi, vous avez les cheveux, s'il y avait teinte dans les cheveux, vous savez, c'est plus dangereux que les pesticides. Alors, si c'est plus dangereux que les pesticides, ça serait bien de le dire.
Et en l'occurrence, je lui dis, j'ai ma petite sœur qui est coiffeuse, je vais lui en parler, parce que, bon, alors, depuis, effectivement, on a bien vu qu'il y avait des saloperies là aussi. Mais je lui pose la question, est-ce que vous connaissez de Daniel Goldstein, toxicologue, c'est un toxicologue américain? Il dit, non, non, je ne connais pas. Je dis, vous êtes sûr, vous ne le connaissez pas? Non, non, je ne le connais pas. Et la firme Monsanto, ça vous connaissez? Oui, il dit de non, mais bon, pourquoi vous me posez ces questions? Je dis, c'est étonnant parce que Daniel Goldstein, c'est le toxicologue de Monsanto, et à telle date, vous étiez assis juste à côté de lui pendant 2 jours sur un colloque. Et là, il change un peu de couleur, sans teinte, et voilà, ça a failli très très mal tourner. Donc cette information sur Internet, heureusement, on avait fait une capture d'écran parce qu'elle a disparu, mais on a prouvé quand même après que c'était bien vrai. Et ce toxicologue a toujours aujourd'hui ses fonctions, et même est agréé comme expert pour apporter un avis sur la toxicité de produits et même sur des prises en charge de malades. Cherchez l'erreur, ça existe. Chaque ministre que j'ai pu voir, je leur ai rappelé, c'est un scandale, mais c'est comme ça. Donc, je reprends mon activité, mais je ne peux plus traiter, puis on me dit il y aura des séquelles, vous ne pourrez pas travailler à plein temps, ça s'est bien prouvé dans le temps. Donc je demande à la Mutualité sociale agricole, qui avait bien reconnu mon intoxication aiguë, mon accident, d'être reconnu, et que la rechute, les 9 mois d'arrêt de travail soient pris en tant que suite de mon accident du travail, et que surtout, si je ne peux pas travailler à plein temps, que je sois pris en maladie professionnelle. Et là, IBSA me dit, non, non, mais votre intoxication, oui, mais le reste, pipeau. On leur montre les analyses de sang, en montrant... voilà. Et puis, vous n'êtes pas dans le tableau des maladies professionnelles, et puis je me souviens, j'avais lu dans le bouquin, le médecin me dit, mais en plus, monsieur François, même si vous ne travaillez pas à plein temps, un céréalier qui a 240 hectares, vous laissez travailler vos ouvriers, puis ça tombe tout seul. Ça serait merveilleux si ça se passait comme ça, mais malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait. Enfin, malheureusement, en plus, mon but n'est pas de laisser travailler mes salariés, c'était aussi de reprendre mon activité. On peut avoir un tout petit peu de dignité, vous voyez un peu la réflexion du médecin. Donc j'ai entamé une démarche, alors j'ai su qu'on pouvait contester cette décision, donc je suis allé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à Angoulême, qui en 2008 a estimé, alors après avoir changé d'avocat, après avoir rencontré quelqu'un comme Henri Pézra, qui, pour ceux qui ont suivi l'amiante, a été déterminant dans l'interdiction de l'amiante, mais qui a aussi été déterminant dans mon dossier, parce que c'est lui qui m'a aidé d'abord à étayer la preuve scientifique avec André Picot, qui m'a fait rencontrer mes avocats actuels, parce que le premier avocat que j'avais à Paris était certainement performant, mais pas sur ces dossiers-là. Et donc, nous avons en 2008, en novembre 2008, obtenu la reconnaissance, la Mutualité sociale agricole a été condamnée à me reconnaître en maladie professionnelle. La Mutualité sociale agricole, la MSA, a contesté cette décision en m'expliquant que ce n'était pas pour m'ennuyer, mais pour que ça fasse une jurisprudence pour d'autres agriculteurs. Nous sommes allés devant la Cour d'appel de Bordeaux et nous avons obtenu gain de cause en janvier 2010. Mais c'est pendant cette procédure, parce que, à force de chercher ce qu'il y avait dans ce produit et puis qu'il y avait un doute sur Monsanto, alors, j'oublie ce qu'on de dire, c'est que Sylvie, ma femme, avait pris contact avec Monsanto, parce que quand elle a vu la composition, elle est partie du principe, si c'est une saloperie, quand ils le fabriquent dans les usines, ils vont peut-être l'antidote. Donc, j'allais dire naïvement, pas naïvement, c'est tout à fait naturellement, elle a pris contact avec eux. Et on a même pris contact, un ami a pris anglophone, parce que là c'était sur le siège, on a même pris contact donc avec Goldstein aux États-Unis, qui était leur toxicologue. On a pris contact avec eux. Et là il y a eu 2 réactions de Monsanto. Laurent, quand il était avocat banquier d'affaires, il parle avec Goldstein qui lui dit écoutez, s'il arrive quoi que ce soit à votre ami, ce qu'on ne souhaite pas bien évidemment, quoiqu'aujourd'hui ça se dit, hein, ça nous aurait bien arrangé, faut trouver un arrangement financier. Clairement, il a déposé devant le tribunal. Et alors que ma femme avait été appelée, pronostic vital engagé, j'étais dans le coma, et le chef de service lui dit emmenez ses effets parce que il ne passera pas la nuit en parlant de moi. Et donc, il faudra l'habiller demain matin. Et elle savait ce que ça voulait dire, bien évidemment. Elle fait ses 400 km. Et au moment où elle est pour rentrer à l'hôpital, je parle de ça parce que ça a été une des raisons aussi de notre combat. Et Sylvie la rappelle, et bon, il ne pouvait pas deviner bien sûr qu'elle était dans cette situation. Et elle dit écoutez, Mme François, on a fait des recherches, il n'y a pas de problème avec notre produit, il n'est pas dangereux, on n'a jamais eu de soucis. Voilà, et Sylvie dit je vous demande juste s'il y a un antidote. Puis il commence à lui dire mais écoutez, de toute façon, je vous laisse parce que voilà, je rentre dans le service et je ne suis pas sûr que mon mari passe la nuit.
Et elle me l'a répété après, et le gars lui dit, mais vous savez, on ne souhaite pas quoi que ce soit, mais s'il arrivait quelque chose à votre mari, sachez que Monsanto sera présent et tout. Et elle avait répondu, c'est elle qui m'avait dit, je ne vous demande pas de payer l'enterrement, je vous demande juste de le sauver. J'ai passé la nuit, pas grâce à Monsanto, et donc, comme il y a eu ces événements-là, on a cherché, et Monsanto est resté en contact avec moi, et il me posait des questions, jusqu'au moment où ils m'ont demandé mon dossier médical. Et là, mon avocat dit, vous n'envoyez pas votre dossier médical, et on voyait bien quand même qu'il y avait quelque chose qui les gênait là. On ne savait pas trop quoi, mais on savait bien. Et en cherchant, j'apprends, pendant ma procédure de reconnaissance en maladie professionnelle, que ce produit avait été interdit en 1985 au Canada, 91 aux États-Unis. Et ce produit, c'était un produit homologué uniquement, qui était utilisé en tous les cas aux États-Unis sur le soja et le maïs. Il est utilisé dans d'autres, sur le riz ou autre, mais dans ces pays-là, c'était le maïs et soja, des pays grands producteurs, donc marché très lucratif. Pour Monsanto, il faut savoir, on parle beaucoup du Roundup, qu'à l'époque, c'était le produit qui rapportait le plus d'argent à Monsanto avant le Roundup. Et j'apprends qu'il avait été retiré en 85. Donc je me dis, s'il a été retiré là-bas, il y a une raison. Et j'apprends aussi qu'il y avait un dossier assez intéressant, pour ne pas dire autre chose, au ministère de l'Hygiène et de la Santé en Belgique. Quelqu'un avait eu accès à ce dossier, il me dit, dedans, il y a tous les éléments qui prouve que Monsanto ne pouvait pas ignorer la toxicité de ce produit et a tout fait pour cacher la dangerosité. Sauf que c'était délicat, la personne qui l'avait vu ne pouvait pas témoigner pour diverses raisons, et il fallait donc, de fil en aiguille, on s'est dit, la seule personne qui peut avoir accès à ce dossier, qui pourra témoigner, c'est moi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc on a obtenu le moyen, on a trouvé une ONG qui m'a aidé à me faire... Alors, je suis rentré avec ma vraie identité, mais je suis passé comme membre de Greenpeace, ce qui faisait à l'époque rire, voilà, Greenpeace Luxembourg, et je suis rentré et j'ai eu accès à un dossier qui, sans exagérer, doit faire un peu plus d'1 mètre de haut. Je pense que le fonctionnaire belge a bien compris ce qu'on était en train de faire parce qu'il nous a donné quelques petits indices pour trouver les éléments. Alors on pouvait transcrire, pas photocopier. Il dit en même temps vous n'avez pas de photocopieuse, mais j'avais quand même un téléphone et voilà, j'ai fait comme à la James Bond. Et j'ai pris les éléments qui nous intéressaient. Et là, on a compris que Monsanto, effectivement, savait pertinemment que ce produit était toxique. Et donc, j'ai eu l'idée, j'ai dit à mon avocat, voilà, il faudrait porter plainte contre eux, et si j'obtiens la reconnaissance en maladie professionnelle, je porterai plainte contre eux. Et là, il m'a expliqué qu'on ne pouvait pas attendre. Après l'intoxication, c'est 3 ans de prescription, donc il fallait le faire avant avril 2007. En me disant, après, ça va être long, ça va être coûteux, je ne sais pas si c'est recevable, je ne sais pas si la justice va nous suivre. Donc il m'a plutôt mis en garde, il m'a dit, si vous prenez la décision, vous pouvez compter sur nous. Et surtout, je ne vous ferai pas payer les frais d'honoraires. On vous suit et on se paiera que si on gagne. Mais c'est un dossier, je suis prêt à le faire, mais il me met en garde. Et surtout, Sylvie, mon épouse, était contre. Elle dit, mais tu ne te rends pas compte pourquoi tu fais ça, la reconnaissance en maladie professionnelle, ok, mais t'attaquer à Monsanto, tu t'imagines pas les conséquences que ça aura. Tu vas t'exposer, ça nous échappera, et elle ne s'est pas trompée, l'instinct féminin étant là, elle ne s'est pas trompée sur la suite. Sauf que moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, je ne vais pas regretter toute ma vie, il y a un délai, on porte plainte, mais je te promets que si la justice refuse, là, on l'aura tenté, et puis si on voit que c'est trop compliqué, je te promets, j'arrêterai. J'ai porté plainte, la justice nous a suivis, c'est-à-dire qu'elle a accepté notre plainte, elle a condamné Monsanto pour la première fois en février 2012, Monsanto a fait appel, a été condamné en septembre 2015 par la Cour d'appel de Lyon. Alors pourquoi Lyon? C'est parce que le siège social de Monsanto France est à Lyon. Monsanto a fait un pouvoir en cassation, la Cour de cassation s'est réunie une première fois, a demandé l'avis de la Chambre mixte, c'est-à-dire toutes les cassations, civiques, pénales, sociales, se sont réunies. Donc c'est un fait assez rare, on va expliquer après. Et la Cour de cassation, le 7 juillet 2017, a cassé la décision en disant, cassé la décision. Nous, on avait gagné sur le fait de défaut d'information sur l'étiquetage, un peu ce que vous avez cité, ce qui s'était passé aux États-Unis. Aux États-Unis, Dwayne Johnson, le jardinier, on a entendu parler, Dwayne Johnson a gagné sur ce même fondement. Défaut d'information, défaut de mise en garde sur l'étiquetage.
Or, la Cour de cassation, au vu du dossier, a dit mais ce n'est pas le bon fondement. Le bon fondement, c'est produit défectueux. Ça veut dire que la firme a sciemment commercialisé un produit dangereux. Et donc les faits sont plus graves. C'est pour ça que mon avocat, quand il me l'a annoncé, il m'a dit c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne, parce que pour d'autres victimes, ça fera jurisprudence. Une mauvaise, c'est qu'il faut retourner en justice. On est en juillet 2017. Moi, je reviens un peu en arrière. En novembre 2014, alors qu'on avait gagné en première instance, j'avais envisagé stopper la procédure. Tout simplement parce que les avocats de Monsanto avaient changé de cabinet d'avocats et l'harcèlement des avocats était devenu invivable. Je ne dormais plus la nuit et là, je voyais bien que je m'étais en train de me mettre en danger, ma famille et moi. Et à ce moment-là, quand j'ai prévenu mes avocats, on dit d'abord, il faut vous reposer, ça vous appartient. François Lafort, mon avocat, me dit ça vous appartient, on ne peut pas vous obliger à continuer, et surtout pas à vous exposer. Et étonnamment, du coup c'est ma femme et mes 2 filles qui avaient grandi, qui ont dit, et Sylvie la première a dit, mais maintenant tu ne peux plus arrêter, tu vas te reposer, tu ne peux plus, je te l'avais dit, ça ne t'appartient plus. Et nous on est avec toi, tu as gagné, et tu vas continuer, parce qu'il y a trop de gens qui attendent de cette décision. Donc je me suis reposé, on a changé aussi, j'ai averti mes avocats du comportement des avocats de Monsanto qui faisaient déposer par l'huissier leurs conclusions jusqu'à 2 fois par jour. Les conclusions, c'est les écritures. Et donc ça devenait un harcèlement. Tous les articles qui étaient publiés sur moi à Monsanto disaient que j'étais un fabulateur, que je voulais tout ça pour me faire du fric et une reconnaissance. Donc, bon, je me suis reposé, on a continué la procédure et on avait donc, comme je vous l'ai dit, gagné en 2015. Et là, en juillet 2017, quand il faut retourner devant la procédure, je suis à nouveau à l'hôpital parce qu'entre-temps, on m'a trouvé une tumeur à la thyroïde. On m'a opéré, ça s'est bien passé, sauf que comme mes fonctions immunitaires, je vous l'ai dit, ne fonctionnent pas bien, je fais 5 septicémies après l'opération et je reste 37 jours en soins intensifs, à nouveau pronostic vital engagé. Donc là, quand je sors de l'hôpital, je me dis à quoi bon continuer, je suis fatigué physiquement, moralement, à quoi bon continuer, financièrement c'est plus possible. Mes 2 filles me disent, d'abord, le bouquin c'était écrit avant mon opération et je devais pendant ma convalescence refaire les dernières lectures. Le bouquin était prêt à sortir, mes filles me disent tu vas sortir le bouquin et puis tu vas... Alors j'ai changé un peu la conclusion du livre, parce qu'à ce moment-là, il y avait des choses que je voulais rajouter, mais et puis mes filles disent on va lancer une cagnotte, elles me disent en anglais, mais moi je vais rester français, et on va lancer une cagnotte sur Internet pour lever des fonds et parce qu'effectivement, financièrement. Et à ma grande surprise, on a levé, il y a eu une énorme générosité, et surtout, voilà, faisant la promotion, je n'aime pas le terme, mais l'accompagnement du bouquin sur les radios et télé, on a obtenu plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est sur OKPAL, et on en lève encore aujourd'hui, heureusement, parce que la procédure est dure, et que là, à nouveau, il va falloir financer la procédure. Pourquoi? Parce que donc j'ai continué après avoir levé ces fonds. Donc, à l'automne 2017, je dis ok, on y va. Monsanto, le 11 avril dernier, a été à nouveau condamné. La Cour d'appel a suivi mot pour mot la Cour de cassation, mot pour mot. Ça ne fait rien. Monsanto a fait un nouveau pouvoir en cassation en début juillet, a bloqué la procédure en indemnisation. Nous avons jusqu'en novembre pour déposer nos conclusions. Les avocats qui vous représentent à une cour de cassation, eux, ils ne travaillent pas en disant on se payera si on gagne. Ouvrir le dossier, c'est 3 000 € pour vous dire s'ils vont suivre ou pas. Donc ça, ils m'ont dit qu'ils suivaient, c'est 3 000 €. Et vous défendre à la cassation, c'est entre 10 et 15 000 €. Donc on attend le mois de novembre. J'espère que la cassation, alors tous les juristes, mon avocat et tous les juristes, et mon avocat aussi, Péminka, qui est à la Cour de cassation, dit normalement on va obtenir un rejet, parce que la Cour de cassation a statué, sauf qu'en face nous avons Bayer Monsanto, ils ont mis leur plus grand juriste dessus, et à mon avis ils sont capables de trouver une virgule qui n'aura pas été placée où il fallait pour obtenir à nouveau une étude de la Cour de cassation qui dira peut-être que cette virgule n'était peut-être pas à la place, mais ça ne vaut pas un renvoi. Mais on n'est pas à l'abri à nouveau d'une cassation de repartir pour 3 à 4 ans de procédure. Ça, on n'en est pas à l'abri du tout. Chaque jour s'appelle, on verra bien. Alors pourquoi, je vais le dire tout de suite, pourquoi Bayer et Monsanto le font?
parce que certains me disent, mais on ne comprend pas, parce que Bayer aurait tout intérêt, c'est pas la somme, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, hein, c'est pas des millions de dollars qui vont verser, sachant qu'aux États-Unis, en plus, en complément à ce que vous avez dit, Bayer vient de faire une proposition de 8 milliards de dollars aux 13 000 plaignants et aux 3 procédures en cours de Johnson et les 2 autres, en disant le droit américain permet un arrangement, ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable, permet de stopper les procédures et propose une somme pour stopper les procédures. Pour l'instant, on n'a pas la réponse des avocats qui représentent les plaignants, mais bon, Bayer a proposé cette somme, a nommé un médiateur. Donc, dans mon affaire, on n'est pas en millions de dollars, on n'est pas en millions d'euros non plus. Donc, certains ont dit, mais Monsanto, et surtout Bayer, a tout intérêt à payer, clore ce dossier, et plus en entendre parler, parce qu'à chaque fois, c'est un tapage, et ils se font de la mauvaise pub. Je ne sais pas s'ils en ont besoin de la bonne, mais tout simplement, c'est que ce produit qui est interdit dans le monde entier maintenant, il n'est pas tout à fait dans le monde entier, il est toujours autorisé en Chine et au Japon. Et qui fabrique le lasso aujourd'hui? C'est Bayer, dans son usine, à Anvers, une usine qu'ils ont rachetée à Monsanto, et ils fabriquent ce produit. Donc on le laisse se fabriquer sur le territoire. On a vu depuis que les députés étaient passés après, parce qu'on peut fabriquer de la trazine pour l'exporter. C'est pas bon pour nous, mais on peut l'envoyer chez les Africains et autres. Et là, Bayer fabrique ce produit à Anvers et le vend. Alors, j'ai été invité par une ONG à l'Assemblée Générale de Bayer cette année. C'était assez chou, parce que comme les actionnaires avaient perdu 47%, alors je ne pleurais pas pour eux, hein, 47%, c'était assez chaud. Et moi, j'ai pu, il y aura un documentaire qui va sortir au mois de février 2020 qui s'appelle La vie est dans le pré. Je pense qu'Éric Guéret avait fait La mort est dans le pré pour ceux qui l'ont vu. C'est entre guillemets une suite. Eric a filmé donc la question que j'avais posée à Bowman, le PDG de chez Bayer, et en lui demandant qu'est-ce qu'il avait à dire sur le fait de fabriquer ce produit et de le vendre. Alors, dans sa réponse, il ne parle pas qu'il le fabrique, il veut bien en parler. Il dit simplement que oui, ce produit, il est vendu, mais il n'est pas vendu par Bayer, c'est un tiers qui le vend en Chine et au Japon, et que ceux qui l'utilisent sur le riz en sont très contents et que c'est un produit très performant. Et que les actionnaires ne peuvent que se réjouir parce que c'est très rentable pour la société. Sauf que j'ai vu aussi des petits actionnaires représentants des salariés qui sont venus me voir après en me disant, mais c'est que nos collègues ils sont exposés à votre saloperie là. C'est pas ma saloperie, c'est vous qui le fabriquez les gars. Voilà. Et là les syndicats ont commencé à se poser des questions. Parce que dans les actionnaires, il n'y a pas que, entre guillemets, des gros actionnaires. Bon. Et c'est pour ça que Bayer et Monsanto, parce qu'ils continuent de communiquer que sur mon procès, c'est pas abouti et qu'il n'y a pas de preuve que ce produit est dangereux. Il est interdit dans les autres pays, mais c'est que les autres pays n'ont pas le même système d'évaluation et il est un peu trop sévère parce que c'est vraiment un très très bon produit. Voilà la communication de Bayer. Ça, c'est mon parcours juridique. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant qu'agriculteur pendant ce temps-là? Alors, avant d'être agriculteur, avant de parler de mon parcours agricole, ce qui m'est apparu évident pendant mon combat, c'est que au départ, quand j'ai porté plainte et que ça a été médiatisé, j'étais bien seul et que les syndicats agricoles, que ce soit Coordination Rurale, FNSEA ou autre, même la Confédération Paysanne au départ, il n'y a pas grand monde pour me soutenir. Bon, ça, c'était pas trop un problème, mais j'ai découvert, du fait que ce soit médiatisé, que d'autres agriculteurs prenaient contact avec moi en me disant, mais avec ce produit ou d'autres produits étaient intoxiqués et qu'ils étaient laissés à eux-mêmes. Et que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir l'entourage que moi j'ai eu. Et qu'il fallait peut-être que... Alors il y a eu une première rencontre qui s'est faite en janvier 2010 à Ruffec, à côté de la commune où je suis né, suite à une initiative d'une ONG. Et là, on s'est aperçu qu'il fallait se fédérer et on l'a créé en mars 2011, l'association Phytovictimes, là ce sera derrière. Une association qu'on a créée donc il y a 8 ans, qui aujourd'hui gère 450 dossiers de victimes. Il y a 4 salariés à plein temps, pour vous dire qu'il y a quand même du boulot. On fait un accompagnement pour les victimes, on fait un accompagnement pédagogique dans les écoles pour la prévention, pour dire aux jeunes, méfiez-vous, les produits, c'est pas anodin. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je prends que les chiffres de la MSA, 20% des jeunes agriculteurs ne font encore pas attention. Donc ça, il y a un travail de prévention à faire. On fait un travail, alors
notre vice-président, qui n'est pas malade, qui n'a pas de procédure, qui est agriculteur dans le nord de la France, dans l'Eure, Antoine Lambert, fait partie du comité de surveillance des homologations de produits à l'ANSES. Nous sommes membres de la COSMAP, commission de reconnaissance, une commission paritaire de reconnaissance en maladie professionnelle. Nous faisons des travaux, nous participons à des travaux de recherche. Voilà, nous avons vraiment un travail très complet et nous faisons un travail aussi d'information comme ce soir. En France et ailleurs, on est demandé aussi un petit peu à l'étranger et j'espère que normalement, dans 2 mois, l'équivalent de phytovictime va naître au Canada où j'étais il y a quelques jours encore. Parce que c'est un problème qui ne s'arrête pas bien sûr à la France. Donc on a créé cette association. Et puis moi, sur mon exploitation, bien voilà, j'étais en agriculture intensive. Alors après mon intoxication, il a fallu se réorganiser déjà. Ne pouvant plus faire les traitements. Alors mon associé, mon ex-associé au départ faisait les traitements, mais lui est arrivé à l'âge de la retraite. C'est un de mes salariés qui a pris le relais. Alors il se protégeait bien évidemment, la cabine est pressurisée, oui, puis on a éliminé tous les produits qui nous semblaient les plus dangereux. On en utilisait jusqu'en 2015, on avait réduit de 70% quasiment de l'utilisation de ces produits. Mais j'ai 2 filles qui ont grandi, en 28 et 24 ans maintenant, qui ont failli voir leur père partir, sauf que c'est pas celui qui était prévu qui est parti. Et qui me disait, mais papa, voilà quoi. Et puis quand je faisais des débats, mais pourquoi vous ne faites pas du bio? Alors je disais, je ne fais pas du bio parce que je ne sais pas faire. Puis 240 hectares en bio, ben, c'est pas simple. Et puis l'agriculture, une agriculture durable, utilisatrice de moins de pesticides, ben, c'est déjà un sacré pas. Et oui, c'est déjà un sacré pas, et je pense que déjà il faudrait commencer par ça. Et puis une agriculture qui n'utilise plus de produits dangereux. Et puis je me suis aperçu que dans les produits que j'utilisais encore, il y avait encore des vraies saloperies, et surtout des perturbateurs endocriniens. Et puis on évolue. Je dis souvent que, voilà, c'est pas moi, l'expression avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ça m'arrange bien. J'ai vu des exemples d'exploitation aussi grandes que la mienne, entre guillemets, avec des gens qui avaient la banane parce qu'ils étaient en bio, ils fonctionnaient bien. C'était tout sauf des élus berlus, c'était des grands techniciens. Ça fait 20 ans que je vis au Canada, il y avait des gens que je ne connaissais pas, et puis un ami me dit il faudrait que tu rencontres la famille d'Evering. Et c'est des gens qui sont à la tête de 600 hectares en bio depuis 23 ans, sur des terrains pourris. Enfin, moi j'appelle ça pourri parce que c'est drainé, c'est 2,50 m de neige l'hiver, c'est du moins 30. Ils travaillent dans les terres du mois de mai au mois d'octobre. Et là, je vois une ferme en bio, au lieu qu'il y ait 2 familles qui en vivent, il y en a 5. C'est tout, sauf revenir en arrière. C'est la modernité en termes de technique, d'agronomie, et c'est un puits de science. Et je dis que tous les futurs agriculteurs devraient aller faire un stage sur des exploitations comme la sienne, parce qu'aujourd'hui, ils prouvent qu'en bio, au bout de 23 ans, les rendements sont quasiment identiques. Et en tous les cas, sur certaines productions, il y en a quelques-unes qui décrochent. Mais en tous les cas, la rentabilité, elle est présente. C'est pas un Yalatola du bio, c'est son expérience. Nous, on a fait ce choix-là parce qu'à un moment donné, il en avait marre d'utiliser des pesticides. Il ne s'est jamais présenté comme... c'est notre expérience, mais n'empêche que l'expérience monte. Alors, il y a même plus que 5 familles parce que il dit on n'avait pas le temps de faire le jardin. Ils ont mis à disposition 5 hectares au départ, ce qui est compliqué au Canada. Ils ont mis 5 hectares à 3 jeunes qui sortaient de l'université, qui avaient envie de faire de la permaculture avant qu'on connaisse tout ça. Et aujourd'hui, sur ces 5 hectares, et en fin de compte, il y en a même 7, sur ces 7 hectares, il y a encore 5 familles qui vivent, et qui vivent très bien, du maraîchage. Et puis Thomas et ses frères, ils disent, puis nous, ça nous fait notre panier toutes les semaines sans faire le jardin, on a des légumes nickel. Quand j'y étais là, il y a 3 semaines, voilà, c'était beau à voir. Ça aussi, Eric Guéret l'a filmé, vous le verrez au mois de février. Donc quand j'ai vu tous ces exemples, je me suis dit, mais bon, parce que moi j'avais un souci, c'est que j'avais beaucoup de riverains sur une partie de la ferme. Et si nous on se protégeait, les perturbateurs endocriniens, ils n'avaient rien à faire près de ces maisons-là. Et puis j'en avais ras-le-bol à travers l'association de voir des gens qui tombaient tous les jours. Donc je me suis dit, moi je ne peux pas continuer. Et donc il nous est apparu évident qu'il fallait au moins en mettre une partie en bio. Donc on a 2015 passé 100 hectares sur les 240 hectares. Je m'étais fixé comme objectif de passer les 240 hectares, enfin la deuxième partie en 2020. Et en 2017, eh bien, je me suis aperçu que
La rentabilité, elle était présente sur le bio. Techniquement, on n'était pas si mauvais que ça me faisait peur. Si on était bon, techniquement, financièrement, on était bon. Je gagnais de l'argent avec le bio, puis la partie conventionnelle, j'en perdais. Ou j'étais juste à l'équilibre. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Donc et puis c'était difficile à gérer. Donc on a passé la deuxième partie, et aujourd'hui, les 240 hectares sont totalement en agriculture biologique. Alors, je ne suis pas venu pour autant faire l'apologie de l'agriculture biologique ce soir. C'est mon parcours. J'ai des collègues qui ne font pas de bio, qui en font peut-être jamais. Et il faut se poser la question pourquoi ils ne le font pas. Il y a des raisons à ça, je peux vous y répondre. C'est compliqué, passer en bio, parce que justement, même moi, après avoir été intoxiqué, il m'a fallu 10 ans. Donc il y a un vrai message à faire passer auprès des futurs agriculteurs pour sortir certainement des pesticides, mais je ne porte pas en donneur de leçons. C'est mon expérience. À travers mon expérience, j'espère faire prendre conscience, et peut-être confiance d'ailleurs, à mes collègues que le bio c'est possible. Alors c'est pas possible sur toutes les productions de la même manière. Il y a des productions où c'est plus facile que d'autres. Les marchés ne sont pas les mêmes non plus. Chacun a son propre parcours professionnel et historique. Il faut l'entendre. Alors je dis ça à ceux qui, des fois, voudraient que ça aille plus vite. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'imaginer qu'on pourrait, alors c'est pas qu'on pourrait, parce que de toute façon on n'aura pas le choix, sortir des pesticides sur les 15 ans qui viennent, les 15 à 20 ans qui viennent, pour produire autrement, et que la France pourrait permettre à ses agriculteurs, parce que ceux qui me disent que tout va bien et que la chimie est la seule solution, il y a un film que vous avez entendu au moins parler qui s'appelle Au nom de la terre. Moi j'ai eu la chance d'être associé à la lecture parce qu'Édouard Bergeon, le réalisateur, et qui a écrit que c'est sa propre histoire, et qui met en avant la détresse d'un agriculteur dans les années 90 et qui finit par se suicider. Je vous donne la fin du film. C'est une histoire vraie, et ça met en avant qu'aujourd'hui il y a un suicide par jour en agriculture. Donc si tout allait bien, j'étais à l'Assemblée nationale hier soir, j'ai dit aux députés, au lieu de verser une larme, je comprends parce que c'était après la diffusion du film, que vous versiez une larme, c'est une chose, mais il faut prendre des décisions. Alors les députés, c'est une chose, nous sommes tous concernés, si on en est arrivé là, ce n'est pas une volonté des agriculteurs, ce n'est pas les agriculteurs qui ont choisi du tout chimique, c'est une volonté qui s'est faite. Les industriels se sont bien engouffrés dans la brèche ces 70 dernières années. Les agriculteurs sont des victimes collatéraux de ce système-là, financièrement et dans leur chair, parce que certains sont malades. Alors il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui vont tomber malades. Tous ne vont pas tomber malades, bien sûr. En tous les cas, on doit aujourd'hui tous ensemble chercher à comment on va sortir de ces systèmes-là pour qu'il y ait moins de suicides, pour que les agriculteurs vivent de leur métier. Alors ça veut dire aussi que les politiques prennent des bonnes décisions, de ne pas importer des viandes ou des produits qui sont encore plus toxiques que ce que peuvent faire des agriculteurs qui ne sont pas en bio en France. Tout ça, il faut se poser les véritables questions. Les agriculteurs ne le feront pas tout seuls. Je reprends la formule de Coluche. Si on ne veut pas de quelque chose, il ne faut pas l'acheter. Ce n'est pas les agriculteurs qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, il y a des gens qui consomment bio. Oui, il y a des gens qui consomment... Alors, on ne va même pas parler du bio. Oui, il y a des gens qui veulent proximité, qui veulent une viande de qualité, qui veulent des légumes de qualité, sans parler bio. Mais il y a aussi les statistiques qui nous montrent que les discounters se portent très bien aussi. Et ça, c'est pas là qu'on va trouver des produits qui permettront aux agriculteurs de vivre de ce métier. Je vais juste finir aussi, parce que, avant que quelqu'un le dise dans la salle, il ne faut pas oublier que si on en est arrivé là, il y a des dates importantes. L'après-guerre, l'autosuffisance alimentaire, on ne l'a pas. On demande aux agriculteurs de relever les manches. Et à travers le plan Marshall, on modernise l'agriculture avec la mécanique et la chimie. Certes, on utilise peut-être des gaz de combat pour tuer les dorifères, mais comme disait mon père, ça a permis de manger les patates. Dans les années 70, ça on en parle beaucoup moins, les pouvoirs publics développent la grande distribution pour protéger le panier de la ménagère. On ne peut pas augmenter les salaires parce que l'inflation est là. On ne peut pas augmenter les salaires. On demande à la grande distribution de faire un panier qui coûte le moins cher possible. Et la grande distribution demande aux agriculteurs de produire de façon abondante et à bas coût. Et donc ça passe par une mauvaise alimentation. Ça a aussi été un produit d'exportation qui a permis à la France de s'enrichir à un moment donné. Il ne faut pas l'oublier aussi, il ne faut pas en avoir honte. Les agriculteurs, on en a vécu. Moi, je vous dis, dans les années 90, grâce à cette agriculture-là, je ne crache pas dans la soupe. J'ai pu gagner de l'argent. J'ai monté mon exploitation. Je ne referai pas l'histoire. C'est mon parcours. Aujourd'hui, je sais que je ne veux plus faire comme ça. Et j'encourage mes collègues à aller vers une autre agriculture
Mais mes collègues n'iront pas s'ils ne sont pas accompagnés, puis plutôt que de les stigmatiser, c'est plutôt de les accompagner, de les comprendre et de voir comment demain on peut faire. Alors je sais bien qu'il y a toujours on a dans la profession, quand je dis agriculteur, hein, je mets les viticulteurs, les éleveurs, les céréaliers, les maraîchers, l'agriculture. Au milieu de tout ça, il y a quelques personnes qui sont dans le déni, qui disent les pesticides, c'est pas dangereux, les pesticides, c'est un médicament des plantes. Non, les produits phytosanitaires sont aussi des pesticides. C'est fait avec du pétrole, de toute façon, il n'y aura pas éternellement. Moi, je montre des chiffres où il y a des agriculteurs qui se passent de ces pesticides et qui seront capables de nourrir la planète. On nourrira la planète si on gaspille moins, si on se nourrit différemment. Et voilà, ça n'appartient pas qu'aux agriculteurs. Voilà, j'ai dû arriver à l'heure. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à me poser, parce que je suis très bavard. Monsieur Morin, vous avez quelque chose à ajouter? Allez, ça. Pardon, excuse-moi, Charles. Non, moi je suis membre de l'association depuis 3-4 ans, depuis que j'ai rencontré l'association dans une assemblée générale, qui m'a persuadé qu'il fallait se battre, parce que jusque-là, j'étais dans le déni aussi, enfin pas tout à fait, je me doutais bien que c'était ça. Et en fait ça s'est très bien passé, ma maladie a été reconnue, ma maladie professionnelle assez vite. Parce que c'est dur de se dire, on est les fautifs des produits qu'on a utilisés. On se sent plus coupable que ce qu'on l'est. En fait, le coupable, c'est celui qui a vendu les produits, et pas celui qui l'a vendu, celui qui les a fabriqués. Parce que le vendeur, celui qui m'a vendu les produits, il en est bien malheureux pour moi, parce que je le vois toujours. C'est un ami, et il en est bien malheureux, et lui, il aurait pu en souffrir aussi, parce qu'on oublie aussi que les vendeurs de produits phyto aussi ont dégusté. Il y en a qui dégustent encore, hein, des vendeurs. Et donc voilà, et se retrouver malade, mais c'est très important de savoir mettre un nom sur une maladie, et puis après de savoir pourquoi. Parce qu'on reste, sinon on reste dans le flou toute sa vie, et on se dit, tiens, pourquoi ça ne serait pas ça, et puis non. Et puis... Bon, c'est un parcours un peu du combattant, parce que, pas dans la procédure, mais avant, on m'a traité d'alcoolique, on m'a traité de simulateur. Voilà, c'est très dur à avaler quand on dit que vous êtes alcoolique. Ça fait 5 ans, j'étais vigneron, hein, je faisais mon vin moi-même. Enfin, je travaillais, j'étais salarié de l'exploitation. De se dire, il est alcoolique, oui, il est alcoolique. Quand on est viticulteur, on est forcément alcoolique. C'est connu, hein, forcément. Donc, mais ça n'a jamais été écrit, ça a été dit, mais jamais écrit. Et voilà, donc c'est un parcours un peu compliqué, qui demande beaucoup d'abnégation après, par la suite. De se retrouver dans un fauteuil roulant, de se retrouver avec des enfants, des petits-enfants avec qui on ne peut pas jouer au foot. Voilà, c'est tout ce qu'on vit, et heureusement je le vis bien. J'ai une femme qui m'aide beaucoup, des enfants qui m'aident beaucoup aussi, ça compte, qui me soutiennent, et puis le fait maintenant de participer à des réunions comme aujourd'hui, ça me va très bien, parce que ça me conforte dans mon idée qu'il faut se battre. La parole vous est donnée. Personne n'a honte d'être là ce soir. Je peux prendre une photo, c'est pour notre site. Oui, juste une question un peu terre à terre. Quelle a été la position de la sécurité sociale, et est-ce qu'elle s'est constituée partie civile dans votre cas? C'est pas la sécurité sociale, nous on a la mutualité, oui, je préfère le préciser. La mutualité sociale agricole. Le micro, voilà. La mutualité sociale agricole, dans mon affaire, donc je l'ai combattu pour la reconnaissance en maladie professionnelle, et après, alors qu'elle aurait pu se constituer contre mon partie civile, elle a été citée, ne s'est jamais présentée, alors qu'elle avait l'occasion de dire, mais comment voulez-vous que la mutualité sociale agricole prenne en charge les victimes, quand on ne sait même pas d'ailleurs la composition des produits, il y avait occasion. Alors, à travers le travail de l'association, il y a 2 jours, donc à l'Assemblée nationale, il y avait le président Pascal Cormori, qui est le président de la Caisse centrale, vous avez les caisses départementales et régionales, et vous avez la Caisse centrale à Paris. Et j'en parlais avec Pascal, parce que, bon, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais d'abord, moi je suis avant tout pour le dialogue.
chacun a le droit de défendre ses idées à partir du moment qu'on se respecte les uns les autres, et en tous les cas, lui, il est dans son rôle de président de la mutualité sociale agricole. Je lui dis, mais là, quand même, vous aviez l'occasion. Quand je lui dis, là, il y a une personne ce soir qui m'explique comment la MSA le prend en charge pour une maladie de Parkinson, on attend autre chose de la mutualité sociale agricole. Nous, agriculteurs, on paye des cotisations à la mutualité sociale agricole. C'est au moment, aujourd'hui, la maladie de Parkinson et l'association Phytovictime, on y est pour beaucoup, parce qu'elle a été inscrite en 2012. J'avais appris qu'il y avait des scientifiques qui avaient donné un avis favorable et la COSMAP avait donné un avis favorable, sauf la FNSEA qui avait voté contre à la commission paritaire. Alors je peux parler de la FNSEA parce que c'est le seul syndicat auquel j'ai adhéré, et mon père faisait partie des fondateurs de la FNSEA et il a eu des responsabilités au niveau départemental, régional et national. Ce syndicat, je connais bien. Et ils font de très bon boulot par ailleurs, mais là-dessus, sur la maladie professionnelle, c'est un vrai problème. Et ils n'ont pas voté à l'époque, j'en avais parlé avec des fins... je n'ai pas un collègue qui est décédé depuis, Xavier Belin. J'en avais parlé avec Xavier à l'époque, je lui ai dit, écoute, bon sang, si notre syndicat ne vote pas cette reconnaissance de maladie de Parkinson, explique-moi. Je dis, oui, mais tu comprends, Paul, c'est pas aussi simple que ça. Je comprends pas, non, c'est pas aussi simple. Et donc je rencontre Bruno Le Maire, je lui dis, écoutez, monsieur le ministre, c'est en 2012, on avait fait un peu le tapage au salon de l'agriculture, puis c'était juste après la décision favorable de Monsanto, la première décision, donc j'avais les médias et c'était le moment. Et Bruno Le Maire me dit, monsieur François, je m'engage à signer le décret, je vais le signer. Et il l'a fait. Je pense qu'on y serait encore si... Alors, non, parce que ça aurait fini par bouger. Et puis j'ai fait la même chose avec Stéphane Le Foll pour le lymphome non-Hodgkinien. Quand j'ai su que la COSMAP donnait un avis favorable, je n'ai pas lâché Stéphane Le Foll à la culotte pour le faire. La MSA, aujourd'hui donc, peut inscrire, en suivant le tableau de maladie professionnelle, le lymphome et le Parkinson, à condition d'avoir été prouvé, d'avoir travaillé pendant 10 ans et d'avoir été exposé aux produits. Il y a des règles à respecter, c'est normal. Eh bien, la MSA aujourd'hui est capable de dire à des agriculteurs ou des salariés agricoles, parce qu'on parle des agriculteurs, mais des salariés agricoles, il y a aussi ceux qui ne sont pas pris par la MSA, tous ceux qui ont travaillé dans les espaces publics, tous les agents territoriaux qui ont travaillé à l'entretien des trottoirs, des routes et le désherbement, ils ne s'arrêtent pas aux agriculteurs. Hein. Je ne parle pas des jardiniers du dimanche. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais ça, c'est aussi une partie professionnelle qu'on aide avec l'association, qui ont été exposés aux produits. Donc, la MSA devrait aujourd'hui accompagner ces agriculteurs, ces salariés agricoles en disant oui, ben, vous avez été exposés, vous êtes reconnu maladie professionnelle. Alors, je peux le citer ou pas? Ouais. Il me parle de son taux de reconnaissance en maladie professionnelle tout à l'heure. Systématiquement, l'association avec les avocats, quand on va au tribunal, on multiplie le taux d'invalidité par 2. Ça veut dire que systématiquement, la MSA, pour quelqu'un qui atteint la maladie de Parkinson, il émet 35-40%. Quand on va devant le tribunal, les tribunaux les portent à 70%. Ils ne le portent pas parce qu'ils décident de doigt mouiller. Ils décident parce que les experts disent l'impact physique, c'est à 70%. Pourquoi la mutualité sociale agricole ne fait pas correctement? Il faut leur poser la question. Et quand j'en parle avec Pascal Comori, il dit, je ne te promets pas parce qu'on se tutoie, qu'on va faire une réunion, là il en a reparlé, on va faire une réunion avant la fin de l'année pour qu'il y ait une harmonisation dans tous les départements et que les agriculteurs, les salariés agricoles soient pris à leur juste valeur. Il faut aussi se poser la question à qui dirige la MSA. Pascal Comori, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un agriculteur de la FNSEA. Et la plupart des caisses sont tenues par la FNSEA. Alors, moi, mes collègues, je leur dis, bon sang, arrêtez parce que vous êtes stigmatisés, mais c'est qu'à force de dire que tout va bien et de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a des maladies professionnelles, on en arrive aujourd'hui à une stigmatisation de la profession, ce qui n'est pas normal, mais je pense que nous, agriculteurs, on a quand même tout fait pour en arriver là. Alors, je dis la FNSEA, parce que c'est notre syndicat principal, mais la coordination rurale, par exemple, n'est pas mieux. Peut-être la conf qui est un peu mieux sur le sujet des pesticides. La MSA dit qu'il y a 2000 nouveaux cas de Parkinson par an en agriculture. Il y a des chiffres que je ne peux pas divulguer parce que je ne suis pas censé avoir eu accès à ces dossiers. Je peux vous garantir qu'il y a des chiffres qui vont sortir avant la fin de l'année sur l'impact des pesticides, sur l'impact des agriculteurs. Voilà. Je n'étais pas censé avoir accès à ce dossier. Je l'ai lu. Voilà, il va sortir. Enfin, le ministre ici que je l'ai vu. Donc, comme j'ai son portable directement, j'ai envoyé un petit texto ce matin pour lui dire
tu ne fais pas le coup de ne pas le sortir avant la fin de l'année, hein, parce que tu sais que je sais. Donc voilà, on commence tutoie quand... voilà, parce que c'est aussi ça le travail de l'association. Mais c'est les syndicats aujourd'hui qui disent on ne peut pas sortir ces chiffres-là, ça va faire peur à tout le monde. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question d'être réaliste et de dire, de toute façon, si on en est là, on est tous responsables, il faut juste changer de système. Parce qu'on ne va pas continuer cette hécatombe. Pardon, je suis toujours long dans mes réponses. Gis. Michel Castillon, vigneron jusqu'à ces derniers temps, où j'ai essayé... Et alcoolique alors? Ah, peut-être bien, mais... Non, excusez-moi, j'en fais le... C'est pas mauvais pour eux. Il faut avoir un peu d'humour. D'accord. Donc, où mon fils, maintenant mon petit-fils ont repris la suite. Ce que je voudrais bannir, c'est le mot pesticide. Nous sommes passés en bio. J'inculque à mon petit-fils une démarche qui va aller vers la biodynamie. Parce que lorsqu'on est en bio, on a fait le grand pas. Bon, je me tourne un petit peu vers vous. Au fond, qu'est-ce que c'est? Oui, je garde le micro. Le bio nous apporte 3 phases. D'abord, la protection des sols. La protection des sols par les désherbants qui ont été bannis. Et les désherbants, c'était le Roundup de Monsanto. Pour nous, vignerons, la non-utilisation d'engrais chimiques, c'est dans le règlement pour le bio. Et ensuite, donc, nous abordons les traitements. Et dans les traitements, on conserve encore pour un moment 2 produits traditionnels et non chimiques, non de synthèse, c'est le cuivre et le soufre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, exactement? Le cuivre. Non, vous avez tout à fait raison. Tous vos sols sont farcis de cuivre si vous êtes en bio depuis 10 ans. Mais je... Non, mais laissez monsieur aller au bout. Parce que Non, mais monsieur, vous avez tout à fait raison. Le cuivre s'employait à 15 kg à peu près par an et par hectare autrefois. On est passé maintenant aux environs de 3 et on doit pouvoir... je suis administrateur du GRAB, groupe de recherche à l'agriculture biologique, et qui s'efforce, je vais jeudi à Die, dans la Drôme, où des essais ont été menés cette année, absolument sans cuivre. On va arriver à mener une récolte à bien sans utiliser le cuivre. Alors laissez un petit peu de temps, et quand monsieur dit on fait des réunions pour informer les jeunes sur la dangerosité des pesticides, il faut surtout leur donner espoir en leur montrant qu'au-delà de la viticulture ou de l'agriculture traditionnelle qui a utilisé ces pesticides, on est en train de changer de braquet, et changer de braquet, c'est arriver à maîtriser les maladies, à maîtriser les herbes, et maintenant également, puisque nous faisons notre vin en cave particulière, c'est arriver à aborder le vin sans sulfite. On y est, cette année, on va sortir 2 cuvées ou 3 cuvées sans sulfite. L'an dernier, on a mis en bouteille sans sulfite. On y est, on sait le faire. Et c'est passionnant. Moi, j'ai bientôt 75 ans et je sens un espoir énorme pour les jeunes qui vont s'enclencher dans ce domaine-là. Voilà, et alors donc, bravo monsieur, vos conclusions étaient très intéressantes. Non, et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, alors d'abord, c'est un exemple. Moi, je connais pas la région, je ne connais pas la viticulture, et cet après-midi, on a eu un débat très intéressant, il y avait un viticulteur qui n'a cessé de dire oui, mais le cuivre est dangereux, le soufre est dangereux, et c'est vrai que 15 kg de cuivre, il ne faut pas imaginer que c'est anodin, c'est un métaux lourd. Ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est les étapes. Moi, je vous ai dit, je suis passé sur une agriculture raisonnable, raisonnée, durable. On n'a pas joué sur les mots, on a utilisé moins de produits. Après, on est passé en bio. Je ne regrette pas mon parcours d'avant. Parce que je pense que notre réussite au passage en bio,
n'aurait pas été la même si on n'avait pas eu l'expérience d'une autre agriculture où on a diversifié nos cultures, on est passé par étapes. Et je l'ai appris aussi, j'ai aucun mérite, je l'ai appris auprès des bio, je suis allé voir, qui se gardaient bien de me dire, passe toute ta ferme en bio, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, il dit, oh là là, t'es malade. Oui, t'es malade, tu mènes un combat contre Monsanto, tu diriges une association, et tu ne peux pas être partout. Et une visite, il va doucement. Donc j'y suis allé doucement, après un passage. Monsieur, il est en train de dire, parce que l'agriculture bio, c'est très technique, mais alors la biodynamie, on passe encore à un autre braquet. À un autre braquet. Et l'exemple que je vous parle au Canada, désolé de vous parler de cet exemple-là, c'est qu'aujourd'hui, Thomas, il dit, moi, mon maïs, il doit pousser tout seul. Je n'apporte plus de matière organique extérieure. Parce que c'était des gros camions qui arrivaient, surtout les gros camions américains, là, ça parle à tout le monde, 3 remorques derrière, plein de fumier, ça n'a pas de sens. Il faut que je trouve un équilibre dans mes sols, et c'est lui dans le bouquin qui m'avait employé, je dis, ouais, mais vous êtes la génération NPK, on vous a appelé azote, potasse, chlorure, pour équilibrer une production de blé, je parle de blé, mais de maïs et autres. Lui, il a oublié tout ça. Il part du principe, mes sols vont être vivants, et ils vont être capables de nourrir le maïs. Et parce que mon sol est en bonne santé, parce que mon maïs est en bonne santé, c'est pas aussi sensible au milieu que la vigne. On est bien d'accord. Mais je n'aurai pas de problème de maladie. Il n'a pas de problème de maladie sur son soja, pas de problème de maladie sur ses tournesols. Le maïs, ce n'est pas des problèmes de maladie qui sont la première pression. Mais il m'a montré des exemples, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait de la recherche et qui commence à être connu, et tant mieux. Moi, je l'ai aidé dans ce sens-là, parce qu'il était trop réservé, et qui m'a montré, alors c'est un autre climat, mais qu'en Californie, ils en étaient arrivés, alors c'est un autre climat, on est d'accord, j'entends toujours dire, voilà, moi, chez nous, en Gironde, l'influence maritime fait que la pression de maladie, elle est importante. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui avec la biodynamie, avec l'équilibre des sols, n'utilisent quasiment plus de cuivre, et qui ont pour objectif de ne plus apporter quoi que ce soit. C'est le sol qui apportera un équilibre avec une sélection. Alors la sélection, elle est plus facile à faire sur des plantes du blé, du maïs et autres, parce qu'on ressème tous les ans. Et des plantes pérennes, comme la viticulture et l'arboriculture, c'est pour ça aussi qu'il faudra laisser un petit peu de temps. Mais, effectivement, et j'étais d'accord avec mon collègue cet après-midi, si on doit remplacer des produits de synthèse pour mettre 15 kg de cuivre à l'hectare, on n'a pas forcément réussi grand-chose. Hein. Il faut demain aller vers ce système-là. Et c'était bien votre témoignage, parce que moi, voilà, en vigne, je suis capable de boire le vin, le pinot et autres, mais je ne suis pas capable de faire pousser je n'ai pas votre expérience. Mais ça montre que c'est possible. Voilà. Et juste, je rebondis sur ce que vous avez dit aussi, je promets que j'ai fini. Vous avez dit, ils sont bien. Moi, je n'avais jamais imaginé, quand je n'ai pas pensé faire de l'agriculture biologique, il y a quelque chose que je n'avais pas imaginé. C'est à quel point je serais heureux et que d'un seul coup, j'allais me ressentir agriculteur et libre. Libre. C'est pas mon smartphone qui dit pression de Charançon, il faut traiter les colzas. Alors les agriculteurs disent c'est une aide à la décision. Tu te moques de moi, tu ne vas même plus voir dans le champ. Et puis comme tu as reçu l'information, il y a des charançons. Puis alors, les moutons de panurge, c'est nous qui avons dû leur transmettre. Le copain est en train de traiter, je ne vais pas rester à côté à pas traiter. Donc, allez hop, tout le monde saute sur ce pulvérisateur. Alors j'étais pas le dernier. Et puis comme c'était moi qui étais le premier à dégainer, tous les autres suivaient. Sauf que moi, il m'arrivait quand même à la fin, ça c'était dans les années 90, à la fin, je recevais l'information et je m'étais désabonné d'ailleurs, comme ça je gagnais du temps. J'allais voir dans les parcelles. Pourquoi j'avais diminué les traitements? Ils sont tous en train de traiter le charançon. Dans la cuvette, j'en vois 3. La cuvette, c'est des pièges. Hein. Et alors, quel est l'intérêt? Et puis là, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il faut sortir de ce formatage-là. En agriculture biologique, de toute façon, je n'ai pas de moyen de traiter. Donc, on anticipe, on réfléchit, on trouve des solutions, on invente des machines, on a des échecs, voilà. Mais c'est nous qui décidons. Parce que la plupart de mes collègues ils sont devenus des prestataires de services, hein, même s'ils s'en défendent. Ah, on est fiers d'être agriculteurs, d'accord? Mais qui décide? Moi, les jeunes, je leur dis toujours quand je pars d'un lycée agricole, faites ce que vous voulez demain. Faites de l'agriculture intensive, faites de l'agriculture raisonnée, raisonnable, durable, faites du bio. Le principal, c'est que ce soit votre décision. Pourquoi vous ne feriez pas une agriculture intensive? Je l'ai fait avant vous. J'ai envie de vous dire, gagnez du temps, aller vers
une autre méthode, la plupart, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais prenez, soyez maître de votre destin. Mandela disait, capitaine de ma conscience, science, maître de mon destin, ou l'inverse. Voilà. Et bien, quand vous êtes en bio, c'est vous qui décidez, vous êtes libre sur vos terres et vous êtes heureux. Heureux d'être paysan et vous retrouvez une fierté. Et ça, je ne l'avais jamais envisagé, à quel point je me sentirais bien sur mes terres. Monsieur Poujol, un instant. Vous allez prendre la parole, mais compte tenu qu'on se connaît bien, expliquez qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Bonjour Paul, Bernard Poujol, donc je suis riziculteur en Camargue, pas très loin. Et c'est Régis Thibault qui m'a installé il y a une quinzaine d'années. C'est parce que je lui ai présenté un projet économique cohérent qu'il a suivi mon installation et j'ai démissionné d'une place de chef de culture où je dirigeais 1000 hectares de maïs en culture intensive pour acheter une propriété d'une quarantaine d'hectares et aujourd'hui je cultive 50 hectares en biologique bien sûr où je fais du riz bio désherbé par des canards. Alors, ça fait un peu sourire. Non, mais je pense au livre de Jean-Paul Chaud. Et dans la filière biologique, dans la filière rizicole, pendant longtemps, j'ai été pris pour le dingue de service, mais sur notre petite exploitation de 50 hectares, nous faisons vivre 3 familles. 3 familles sur 50 hectares. Je roule en Volvo, j'ai un bateau au Sainte-Marie-de-la-Mer, je gagne des sous. Bon, même si la machine m'a mangé ma carte de crédit tout à l'heure. Mais bon, normalement, je gagne bien ma vie. Mais surtout, ce que j'ai appris de mon métier, ce que tu disais tout à l'heure, Paul, je suis un homme libre aujourd'hui parce que l'agriculture biologique, biologos, c'est la loi de la vie. Fongicide, herbicide, insecticide, cide, ça veut dire je tue. Alors on nous a appris, nous paysans, qu'il fallait d'abord tuer et après on discute. Mais quand on a l'esprit tordu comme ça, enfin, qu'on nous l'a tordu comme ça, c'est difficile de le redresser après. Et ça prend beaucoup de temps. Et dans mon entourage, j'ai des hommes comme toi qui souffrent de pathologies graves et qui ont du mal même eux-mêmes à changer de braquet, comme tu l'as fait. Moi, je l'ai fait avant d'être malade, j'espère que je ne serai pas malade. J'ai pratiqué cette agriculture sauvage pendant 20 ans et aujourd'hui, depuis 15 ans, je vis un purgatoire et même, je crois que j'ai mis un pied au paradis parce que sur mon exploitation, les rendements ne cessent de progresser. Je n'ai aucun intrant, je n'achète rien. La terre crée sa propre richesse. Aujourd'hui, j'ai des rizières qui ont un potentiel de pratiquement 75 hectares cette année. Comparable à l'agriculture chimique, il n'y a strictement rien à l'intérieur. Les mauvaises herbes, à force de les fréquenter, parce que c'est le principal problème du riz, la mauvaise herbe, on finit par l'entendre penser. Tu peux mettre du lasso. J'en veux pas. J'ai pas besoin. Les canards suffisent. Et en fait, on se rend compte que bon, sur l'exploitation, je fais du riz, des canards, j'ai 10 vaches, 20 moutons, 6 ânes, un chien et 6 chats. Tout ça vit. Il y a une espèce d'harmonie qui s'est créée dans le domaine, avec une dynamique vertueuse incroyable. Et moi, j'ai presque l'impression d'être revenu 30 siècles en arrière, quand les écrivains bibliques ont écrit l'histoire d'Adam. J'ai l'impression d'être devenu le serviteur du jardin. Et je le vis ça. Et je le vis comme ça. Et c'est un métier revisité que l'agriculture biologique m'a amené sur un plateau. Et je suis très militant de cette agriculture-là, non seulement parce que philosophiquement c'est absolument extraordinaire, éthiquement c'est irréprochable, économiquement c'est porteur, et je suis plus sévère que toi. Je dis que ce sont les citoyens, ce sont les consommateurs qui sont non pas responsables, non pas coupables, mais responsables de notre situation. Parce que, à force d'acheter pas cher, moins cher, tout le monde peut. Tout le monde peut. Je produis du riz à 5 € le kilo. À 5 € le kilo. À Lidl, il est à 1. À Lidl, il est à 1. Attendez, monsieur. Celui qui veut bien manger, le pauvre qui veut bien manger, il se mutualise et moi je lui fais des prix et des cadeaux.
Parce que Il y a quelque chose que je voudrais dire. je vais, monsieur, attendez, attendez, je termine. À 8h30, il faut qu'on parle. Je termine, monsieur, je termine. Plus il y a de phytosanitaires, plus Non, on monsieur, vit vieux. Comment si vous vous voulez, vous expliquez dites ce que c'est paradoxe? Monsieur, une seconde, Plus il y a une de seconde. saloperies, plus on vit vieux et plus l'homme pullule sur la terre. Monsieur, Et ça, c'est un paradoxe. monsieur, C'est tout ce que je Une voulais seconde. dire. C'est tout. monsieur, Il y a de plus en plus vieux et on mange de plus en plus de saloperies. Régis, donne le micro à ce monsieur. On vit plus vieux depuis qu'on J'étais mange contraint de de respecter, saloperies. moi. Vous voyez que quand je prends la parole, Paul, ça suscite la Dans polémique. quel état les vieux vivent Instant, monsieur, Oui, avec monsieur. une maladie de Parkinson. Voilà, ça vous est égal de vivre jusqu'à 100 Mais ans. pas du tout. Tout le monde n'a pas le Mais maladie c'est de une Parkinson. constatation, on vit plus vieux et on mange de la saloperie. Expliquez-moi. Mais c'est en Mais train de vous voulez changer. manger la saloperie importée des États-Unis? Mais ça, c'est de la Messieurs, je vous en prie, restez des gentlemen. Stop, s'il vous plaît. Je suis l'organisateur de cette soirée. Des contraires à respecter. À 8h30, il faut partir. J'y peux rien, c'est comme ça. Je suis désolé, monsieur. Non, Voilà. je Voilà. Ok. Je remercie beaucoup monsieur Paul François. Juste pour information, mais vous recevrez ça par mail. Le 23 octobre, on reçoit ici l'ancienne ministre de l'Environnement, Mme Corinne Lepage.